Eh bien, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mauro. Bonjour Pauline. Bonjour Vincent. Bienvenue à tous sur ce webinaire donc co-présenté par Security Scorecard, représenté par Mauro, et Cybelle Angel, représenté par Vincent et moi, sur le thème du rançongiciel. Et plus particulièrement, en fait, on va se poser la question de comment briser la chaîne du ransomware. Je vais tout de suite vous partager mon écran, le temps que tout le monde arrive. Mauro, peut-être, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde voit mon écran? Oui, Houston, tout le monde voit l'écran. Bon, bah super. Alors, petit tour de table. Donc, je me présente pour ma part. Je suis Pauline. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille chez Cybelle Angel et j'ai la responsabilité du développement commercial pour le marché français. J'ai la chance de travailler avec Vincent, ici présent, qui m'accompagne donc sur tous les sujets d'avant-vente, qui est donc notre expert technique sur le marché français. Et ben, j'ai la chance aussi d'être accompagnée de Mauro, hein, notre expert qu'on ne présente plus. Mauro, je vous laisse quand même aller toucher un petit mot. Eh bien, j'ai rejoint Security Scorecard au courant 2021 pour m'occuper des aspects techniques. Je suis emballé par ce produit et quand j'ai vu que nous avions un partenariat entre Cyber Angel et Security Scorecard, j'ai contacté mon amie Pauline et toute la direction également de Cyber Angel que je connais bien pour que ce partenariat prenne forme en France. Et vous allez voir comme nos deux solutions, celle de Cyber Angel et celle de Security Scorecard, se combinent parfaitement pour que vous puissiez résister aux cyberattaques par ransomware qui évidemment sont un véritable fléau depuis quelques mois. Merci beaucoup, Mauro, pour cette présentation et puis plus globalement pour cette introduction. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Le monde a changé. Mais qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Oui, le monde a changé, Pauline. C'est une phrase de notre chanteur favori, Julien Doré. Il s'est déplacé quelques vertèbres, le monde. Il y a eu le confinement, les confinements, devrais-je dire. Il y a eu des nouveaux modes de travail. On est en télétravail, on est en remote. Et toute la crise du Covid a considérablement modifié notre économie qui en a profité pour se digitaliser. La preuve, ces webinars qu'avant on aurait probablement tenu sous forme d'une conférence dans une pièce. Et puis, toute notre organisation sociale a changé. Et en fait, comme le disait très bien Charles Darwin, il faut que nous nous adaptions à ces changements. Et donc, ce n'est pas les plus forts ou les plus intelligents qui vont survivre dans cette période agitée, c'est ceux qui vont s'adapter au changement, c'est-à-dire à l'industrialisation des cyberattaques et à la modification de la forme même des cyberattaques. Donc, on va regarder plus précisément en quoi consiste l'impact de ces cyberattaques. Bah, en parlant de changement, plus spécifiquement sur le ransomware, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui vraiment une multiplication de ces attaques. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. Alors qu'en 2019, une entreprise était victime d'une cyberattaque toutes les 14 secondes. En 2021, on est passé à toutes les 11 secondes. Donc, on a réellement une accélération du rythme de ces attaques. Si je cite l'ANSSI sur un rapport de 2020 qui explique que les ransomware ont augmenté de plus de 250%, ce qui est absolument colossal. Et encore, il s'agit des attaques référencées par l'ANSSI, c'est-à-dire des grandes entreprises, essentiellement des opérateurs d'importance vitale. Et on a tout le domaine des TPE et des entreprises de taille intermédiaire qui ont subi de plein fouet des attaques de ransomware en 2019, en 2020, et ça continue cette année. Et ces attaques ne sont même pas référencées parce que pour la plupart du temps, ces entreprises ne savent même pas qu'il y a une possibilité de les déclarer et d'obtenir de l'aide. Et donc, ce qui s'est passé pendant qu'on faisait notre travail en termes de CISO, de RSSI, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que
on a un monde global, sans frontières, et que ce monde permet aux attaquants d'attaquer, d'atteindre notre ordinateur et de l'attaquer en moins d'une seconde, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent pour les attaquants. Ils ont mis en place une véritable industrie, et c'est ça ce qui est nouveau, ce qui a changé dans les quelques mois qui viennent de s'écouler, c'est que des attaquants, des adolescents boutonneux de Moldavie, tout d'un coup, avec un ordinateur connecté à Internet, se sont retrouvés à la tête de véritables fortunes en crypto-monnaie. Ils les ont d'ailleurs en partie réinvestis dans des outils encore plus puissants. Et donc, je vous propose de découvrir ou d'apprendre un peu comment fonctionnent ces cyberattaques. Et on parle bien d'un enjeu économique, Pauline, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai, Maro, vous parliez d'industrie, c'est même un véritable business aujourd'hui. Quand on voit sur ces 5 dernières années, le coût en fait des rançons demandées par les cyberattaquants a explosé. On est aujourd'hui à peu près 180 000 $ en moyenne. Et là, je parle uniquement du coût moyen des rançons. Si on regarde au global, en fait, tout le coût pour les entreprises pour remédier et retrouver leur niveau d'activité normale, là, les chiffres, ils explosent. On peut monter jusqu'à 10 fois le montant des rançons. Oui, il y a des centaines de jours hommes nécessaires pour restaurer les sauvegardes, restaurer les serveurs, restaurer la messagerie. Tous ces coûts-là s'ajoutent évidemment sur le montant des rançons, parce que la rançon souvent ne résout rien. Et puis, c'est un montant moyen des cas connus. Et en plus, pour les grandes sociétés du CAC 40 ou du SBF, on parle de plusieurs millions d'euros de rançon. Tout à fait. Donc, effectivement, ces attaques sont de plus en plus fréquentes, elles sont de plus en plus coûteuses. Mauro, peut-être on peut s'arrêter une seconde pour vous nous expliquer en fait comment ces attaques sont construites, comment elles se déroulent. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les attaques et en fait, aujourd'hui, elles sont parfaitement connues et référencées et elles suivent toutes le même mode opératoire. C'est un mode opératoire quasiment militaire au sens où il y a un scan qui est fait de toutes les adresses IP d'Internet tous les jours par tous ces bandes de pirates et leur but de cette reconnaissance quasi militaire, c'est de comprendre votre surface d'attaque, c'est-à-dire ce sur quoi les pirates pourront avoir prise pour pouvoir vous attaquer. Cette surface d'attaque, une fois qu'elle est cartographiée, on passe à l'armement. L'armement qui est souvent l'envoi d'emails de phishing avec une charge utile, comme exactement une fusée, et cette charge utile va exploser dans l'ordinateur qui sera mal protégé de tel ou tel utilisateur. Phénomène amplifié, évidemment, avec le télétravail, puisque les pauvres utilisateurs sont livrés à eux-mêmes à la maison avec des ordinateurs peu ou mal protégés par rapport à ce type d'attaque. Et donc, on arrive à une compromission initiale de un ordinateur ou de un serveur exposé à Internet, comme la légende du cheval de Troie. Et donc, ce cheval de Troie permet de rentrer dans une seule machine d'un réseau. Ça peut être d'ailleurs un fournisseur, un tiers, qui échange sous forme de messages ou de fichiers avec l'entreprise ciblée. Ce n'est pas forcément une machine de la société elle-même. Et donc, on passe à la deuxième phase de l'attaque, qui est l'installation d'un C2, d'un command and control, et qui permet la prise de contrôle à distance de manière tout à fait invisible entre là où les machines contaminées et l'équipe d'attaquants qui elle-même masque évidemment son adresse IP publique qui lui permet le command and control à travers un réseau de bots et de machines elles-mêmes contaminées qui serviront d'écran pour pouvoir remonter à la machine initiale. Ensuite, il peut se passer plusieurs jours ou plusieurs semaines, dans certains cas plusieurs mois, notamment
dans les cas de géopolitique, d'espionnage industriel ou de cyberguerre, et une diffusion du ransomware ou d'un logiciel espion. La variante ransomware va demander une rançon et la variante espion va se maintenir autant que possible sur tout le système. Et puis, on a un maintien dans le système ensuite, que la rançon soit payée ou pas, avec des dysfonctionnements nombreux. Et c'est un véritable cauchemar pour les entreprises, avec des pertes d'exploitation, des pertes également de crédibilité vis-à-vis de leurs clients, etc. Donc, sur mon blog, sur Internet, j'ai fait un détail avec une vingtaine d'articles qui décrivent la cyber kill chain dans le détail. Et cette cyber kill chain, elle est parfaitement reconnue et connue par le framework Meter Attack, et qui donne tous les détails avec des centaines de modes opératoires. Mais dans les grandes lignes, il faut savoir qu'une fois que la compromission initiale est faite et l'établissement du command and control, il y a une phase de post-exploitation, de maintien, d'élévation de privilèges, notamment dans l'annuaire numérique, un mouvement latéral, un pivoting, et là c'est vraiment la guerre des étoiles, puisque ça n'a pas de fin, et on est vraiment contre des gens qui vont pouvoir exploiter pendant plusieurs mois ou plusieurs années le fait qu'ils se sont introduits dans le système d'information. Je citerai par exemple le Golden Ticket. Tout ceci est de l'ordre du SOC, du Security Operations Center, de très bons outils de protection comme les EDR et les NDR, et tout un tas d'acronymes qui ne sont pas le sujet de ce webinaire, mais que je vous encourage fortement à creuser en termes de post-exploitation et la suite, parce qu'ils vous permettront d'amenuiser l'attaque, de la rendre moins impactante, et ça aussi on va le chercher. En ce qui nous concerne, nous sommes sur l'aspect de la surface d'attaque, de la rendre la plus lisse possible. On va regarder ce que ça donne en termes de Security Scorecard. Voilà une scorecard qui est visible par l'ensemble des hackers. En fait, la scorecard et le travail de Security Scorecard consiste à vous montrer ce que voient les hackers. Ça, c'est très important. C'est la visibilité de votre surface d'attaque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de mon propre système d'information? Qu'est-ce que voient les hackers de mon propre système d'information? Quels sont les points d'aspérité, les points faibles de ma surface d'attaque? Ici, j'en ai 5 sur les 10 catégories possibles qui permettent la surface d'attaque. Le premier, c'est la sécurité réseau, évidemment, puisque c'est l'exposition réseau. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les DNS, les domaines. Ensuite, il y a les patchs, naturellement, et la sécurité des postes de travail, des endpoints, exposés encore une fois à Internet. La réputation IP ici ne pose pas de problème. Et le 5e point d'attention ici, c'est la sécurité applicative. Ensuite, on a un Qubit Score qui est un système, un algorithme propriétaire de Security Scorecard qui va déterminer un peu les bonnes pratiques, si elles sont suivies ou pas. Vous voyez qu'il est presque à 100 ici dans ce cas-là. Ensuite, le hacker chatter qui sont dans le dark web, ce qu'on raconte sur notre entreprise en termes de chat. Et donc, en général, ça donne une idée d'une attaque imminente. Les fuites d'informations qui vont notamment, avec le social engineering, permettre justement l'armement de l'attaque, les adresses email compromises, etc. Et donc, encore une fois, le maître mot, c'est visibilité. Est-ce que je suis exposé aux cyberattaques par rapport aux attaques ransomware ou web skimming, qui sont l'essentiel des attaques actuelles? C'est très important de pouvoir le savoir,
et ensuite, non seulement de le savoir pour vous, mais de le savoir pour votre écosystème, c'est-à-dire pour vos fournisseurs, vos tierces parties, ceux qui vous communiquent avec vous en termes d'informatique, et vous allez donc pouvoir suivre l'ensemble de votre écosystème, évidemment de mandater des actions vis-à-vis de vos fournisseurs pour qu'ils puissent rectifier eux-mêmes leur cybersécurité par rapport à cette surface d'attaque. Si vous voulez vous-même savoir quelle est votre surface d'attaque, vous pouvez demander un compte gratuit, un compte freemium à Security Scorecard. Ça coûte 0. Vous pouvez le faire maintenant et vous pourrez savoir exactement la surface d'attaque et la scorecard que vous avez. Cette scorecard, elle sert énormément aux compagnies qui achètent d'autres compagnies, aux merger and acquisition, aux compagnies d'assurance qui, après l'explosion des primes d'assurance, ont décidé de n'assurer plus que des entreprises qui avaient un score de A ou de B et sont très réticentes, voire n'assureront plus des entités qui auront du C, du D ou du F, comme vous pouvez voir ici dans une répartition. Donc, on va passer à une démonstration maintenant en réel d'une scorecard. Et je vous rends la main, Mauro. Oui. Hop, je vous rends la main. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Et c'est vrai qu'on a envie de voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se passe côté Security Scorecard. Oui. Alors, j'ai pris un exemple. Je sais que ça fait très mal parce que c'est un fleuron de notre activité médicale et du pays qui est l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, la PHP. Pourquoi j'ai pris cet exemple? J'ai pris cet exemple tout simplement parce que ils viennent de déclarer un piratage de plusieurs millions, 1,4 million en fait de dossiers médicaux, notamment liés à la vaccination du Covid, et qui s'est passé en juin. Et est-ce qu'ils avaient une surface d'attaque qui permet ce piratage? Et cette scorecard, elle est aujourd'hui suivie par 36 followers. C'est comme les réseaux sociaux. Alors, on ne sait pas qui sont ces followers, mais ce sont des personnes qui s'intéressent d'un point de vue white hat, d'un point de vue curatif à la surface d'attaque de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le système qu'utilise Security Scorecard est un bot, une intelligence artificielle auto-apprenante qui fait un échantillonnage. Si je peux prendre une métaphore d'un système de gardiennage qui regarde en patrouillant sur Internet toutes les 2 heures sur la totalité des adresses IP, s'il n'y a pas des maisons qui ont des fenêtres cassées, des portes qui leur semblent bizarrement entr'ouvertes, etc. Et donc, ce système d'échantillonnage est un système comparatif qui compare à d'autres entités et qui sort quelques éléments sous forme d'inférence bayésienne, sous forme d'échantillons représentatifs par rapport à la masse des entités qui sont analysées. Security Scorecard analyse 12 millions d'entités tous les jours à raison d'un scan toutes les 2 heures, avec les mêmes outils de scan de surface d'attaque qu'utilisent les pirates. Et avec la différence, c'est qu'il n'y a aucune tentative d'intrusion ensuite. C'est-à-dire que la patrouille de gardiennage Security Scorecard ne va pas descendre de voiture, essayer de voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Autrement dit, ce n'est pas un test d'intrusion et ce n'est pas non plus un scan de vulnérabilité, puisqu'on ne vérifie pas que cette vulnérabilité est exploitable. On sait, par recoupement dans le big data des 12 millions d'entités, que ce type de faille permet une exploitation par des hackers. On va prendre un détail par rapport à la catégorie Network Security, qui, vous voyez, plombe la note
de la PHP avec un certain nombre de problèmes. C'est ce que voient les pirates au moment où on parle. Et donc, on voit qu'il y a des weak protocoles ici. On voit qu'en mode d'échantillon, il y en a 7. C'est-à-dire que ce protocole-là va pouvoir être exploité par les pirates pour faire, par exemple, un man in the middle ou pour faire une interception de flux. Effectivement, on a ici un SSLv2 qui est un protocole totalement obsolète sur ce SNI, sur cette adresse IP publique. C'est ça ce que voient les pirates. Nous, on l'a observé le 16 septembre, donc c'est relativement récent. Et évidemment, la manière de contrer cela, c'est de passer en TLS 1.2 ou 1.3, donc un protocole de chiffrement beaucoup plus récent. Voilà. Donc, ça doit alerter les équipes de la PHP et il n'y a que 8% qui ont ce problème. 92% des entités équivalentes dans le domaine médical ne l'ont pas. Et en moyenne, quand il y a ce problème, on en trouve 4. Et en fait, ici, on en a trouvé 7. Donc, c'est plutôt pas bon. Il y a évidemment une manière de rectifier cela. Évidemment, je ne vais pas prendre tous les findings. Je vais en prendre juste ici un autre. C'est un certificat expiré. Il y en a 59. Et voilà les 59 certificats expirés qui peuvent permettre naturellement une attaque de phishing avec un faux site web sur lequel le pauvre utilisateur va pouvoir cliquer et croire que c'est la PHP, alors qu'en fait, c'est un faux site qui va usurper le certificat de la PHP. Évidemment, techniquement, tout ceci est exploitable, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle ils se sont fait pirater. Il y a aussi des certificats sans contrôle de révocation, il y a des certificats qui dépassent les bonnes pratiques en termes de longueur, etc. On va prendre très rapidement un autre exemple ici dans les DNS. Et dans les DNS, il y a 2 SPF records qui n'ont pas de démarque. Donc, les spécialistes comprendront que n'importe qui peut aller voir la ligne SPF et la démarque policy qui correspond. Et ici, on voit que sur ce site web, qui est peut-être de la PHP ou pas d'ailleurs, ça peut être une usurpation, un typo-squatting ou un cyber-squatting de la PHP, mais enfin, il y a marqué PHP international. Ils peuvent voir que ce n'est pas la bonne syntaxe. On va prendre un dernier exemple avec les patchs. Alors là, on voit qu'il y a des patchs qui ne sont pas passés, qui sont critiques, donc directement exploitables avec un code Metasploit disponible. Et on voit qu'il y a des patchs qui n'ont pas été passés ici sur une machine IP publique depuis 2015. Ah oui, on n'a pas le temps, 2014. On ne peut pas parce que ça va planter l'application. Tout ça est vrai, mais les hackers s'en fichent. Les hackers, eux, ils voient qu'ici, ils ont une opportunité de pirater ces machines, et puis on peut parler de la sécurité applicative. Ce qui est très intéressant dans tout ceci, c'est qu'on a une vision dynamique de la situation, et on voit que la PHP a fait des efforts en fin d'année dernière, en début 2021, et qu'ensuite, elle est montée régulièrement. Et le piratage qui a eu lieu aux environs du mois de juin ici, en fait, correspondait pas forcément à une dégradation de la situation. Et donc, vous pourriez avoir une vision dynamique de votre surface d'attaque et voir les progrès que réalise telle ou telle entité à laquelle vous avez confié une action de remédiation. On a aussi des choses, comme c'est un échantillonnage, on a des choses qui n'apparaissent plus. Par exemple, ici, le 19 septembre, on a enlevé cette caméra IP qui était accessible avec une adresse IP publique, avec donc
un flux vidéo parce que tout simplement le 1er août, c'est il y a pas mal de temps, et donc elle a été decayed. Donc la Security Scorecard ne fait pas une vision extensive de toutes les vulnérabilités que l'on a en termes de surface d'attaque, mais juste un échantillon représentatif de la situation à un moment donné, avec des réévaluations régulières de la situation. Tout ceci va permettre de suivre, de faire un plan d'action à distribuer aux différentes entités de manière à avoir une bonne note qui permettra des tas de choses, par exemple d'être cyberassuré, d'être conforme à ISO 27001 ou à d'autres normes, hébergeurs de données de santé, également RGPD, etc. Et on pourra avoir un plan d'action qui va, de cette manière-là, pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir auditer, par rapport à un framework d'audit, les différentes possibilités de remédiation sur les différents articles. Ici, je vous montre le RGPD, et je pourrais vous montrer également, par exemple, 27001, en fait 27002, hein, et voilà ce que l'on peut constater en termes de conformité par rapport au télétravail ici, sur ce sujet. Il y a un point important, c'est que tout ceci est visible par les hackers, mais également par les sociétés d'audit, par les sociétés par les entités qui veulent vérifier la cybersécurité, et il n'y a pas de notion de scan ou de test d'intrusion, et donc il est très important de considérer qu'il s'agit d'un acte amical dans le but de comparer sa cybersécurité au point le plus important, qui est la surface d'attaque. Et là, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un écosystème de la Security Scorecard avec des centaines d'applications, et en particulier nos amis de Cyber Angel qui peuvent interagir avec le dispositif de visualisation de Security Scorecard sous forme de signaux, en particulier un signal sur les crédentiels qui sont exposés sur Internet, qui vont permettre justement cette attaque initiale avec des login passwords qui sont exposés sur Internet, aussi des bases de données carrément exposées sur Internet, ce qui est très embêtant, et aussi des documents qui sont exposés sur Internet. Et donc, cette interaction immédiate sous forme d'installation des caractéristiques de Cyber Angel par rapport à Security Scorecard vont permettre d'intégrer dans un 360 l'ensemble de vos outils, de tous vos outils, dans un système de remédiation globale. Merci Maro pour cette présentation et pour cette transition également. Je vous propose de reprendre la main. Voilà. Hop. Avant de laisser la main à Vincent pour vous présenter une démonstration, cette fois de la plateforme Cyber Angel, peut-être juste un petit mot sur nous. Cyber Angel, c'est une société française qui a été fondée en 2013. Et puis, depuis notre création, on a connu une très forte croissance. Cette année, on a fait notre entrée au sein de l'indice Next 40. Et on a aujourd'hui un petit peu plus de 181 collaborateurs répartis à Paris, à New York, à Londres. Et puis, on va continuer d'ouvrir d'autres bureaux à l'étranger. On travaille avec des grands groupes, vous en voyez certains sur cette slide, mais également avec des PME, et d'ailleurs de plus en plus aussi avec des PME. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cyber Angel ? Un petit peu, on va adopter la même approche, le même mindset que côté Security Scorecard, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment prendre la position d'un attaquant et regarder en fait les différents signaux faibles qui concernent nos clients.
Et si on reprend un petit peu cette phase d'attaque, en fait, comme Mauro présentait un petit peu plus tôt dans la présentation, de la phase de reconnaissance, en passant par la phase d'armement jusqu'à la phase d'attaque, on constate en fait qu'il y a toute une série de signaux faibles qu'on peut intercepter et qui peuvent permettre en fait justement de stopper, d'identifier un risque et de ne pas subir d'attaque ensuite. Donc aujourd'hui, chez Cybelle Angel, on propose 5 modules à nos clients. Donc on les accompagne en fonction de leur niveau de maturité, de leurs priorités, etc. Et si je présente très brièvement ces 5 modules, avant de laisser la main à Vincent sur des exemples concrets, parce que ce sera en fait beaucoup plus parlant. Et je viens de voir que mon partage d'écran s'est stoppé. Alors, je reprends la main et ça doit être bon. Pour présenter brièvement, c'est... Ah non, vous voyez. C'est bon, c'est revenu. Désolée pour ce petit souci. Sur ces 5 modules, si je commence à gauche sur la partie reconnaissance, on va accompagner nos clients, notamment sur tout ce qui est Data Breach Prevention, donc la fuite de données. Et on est connu et reconnu depuis de nombreuses années sur ce périmètre-là. En fait, on va venir scanner l'ensemble des adresses IPv4 de la planète et on va être en capacité de détecter des documents qui seraient exposés sur des serveurs connectés à Internet non protégés, des bases de données ou également des environnements cloud mal sécurisés. Sur le deuxième module, la partie Asset Discovery et Monitoring, cette fois, on ne vient pas se concentrer en fait sur des documents, mais on va venir chercher des machines potentiellement vulnérables et plus particulièrement, on va venir se concentrer sur la recherche de Shadow IT pour nos clients. Je bascule sur la partie centrale, donc on va avoir tout ce qui est détection de noms de domaine frauduleux avec donc notre module Domain Protection, la détection de creds qui pourraient être exposés publiquement et réutilisés, c'est ce qu'on va mettre dans la partie Account Takeover Prevention. Et enfin, dernier module que vous voyez en rouge, c'est la partie Dark Web Monitoring. Mais malheureusement, quand Cybelle Angel va détecter de l'information qui est exposée sur le Dark Web, c'est qu'il est déjà trop tard. D'où l'intérêt en fait d'adopter cette démarche proactive et de détecter les signaux faibles bien en amont de leur exploitation, de leur commercialisation par des acteurs malveillants. Cette petite introduction sur Cybelle Angel faite, je vais donc laisser la main à Vincent, cette fois pour basculer au sein de la plateforme Cybelle Angel. Merci beaucoup, Pauline. À mon tour de vous partager mon écran pour vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut voir concrètement sur Internet sous toutes ces couches et voir comment, dans chaque cas, on peut essayer de se servir de ces informations pour se prémunir des éventuels rançongiciels. La première question qu'on doit se poser, c'est de quoi a besoin un hacker pour déployer son ransomware? Eh bien, d'abord, non seulement d'un logiciel qu'il peut acheter à des gangs spécialisés, mais aussi d'un accès au réseau sur lequel il va être sa victime. Et la première chose dont il a besoin pour avoir un accès au réseau, c'est un couple identifiant mot de passe, dans la plupart des cas. Ça, ce sont des informations qu'on peut trouver notamment sur le Dark Web, où on sait qu'elles sont en vente et qui constituent le premier des périmètres qu'on veut surveiller pour protéger nos clients. Dedans, on va retrouver un certain nombre d'informations. Par exemple, des sets de credentials d'identifiants qui seraient mis en vente ou tout simplement partagés sur le Dark Web à disposition de qui saurait les trouver. Dans cet exemple, j'ai sélectionné un client fictif qu'on va appeler Seagal Industries, qui bien sûr n'existe pas et à qui il est arrivé les pires histoires de la Terre, à commencer par son pauvre CEO qui s'est fait voler son adresse email et son mot de passe. Information très intéressante s'il en est, puisqu'on pourrait tenter de retrouver ces identifiants et de s'en servir pour pénétrer sur le réseau de l'entreprise et, in fine, déployer le command and control, puis déployer le ransomware. Donc ça, c'est un premier exemple, on va dire au niveau le plus basique. S'il y a des activités malveillantes, on pourrait prendre un autre exemple sur le partage de fichiers malveillants, notamment de organes Emotet. Ça, ce sont des informations que Cybelle Angel est en capacité de retrouver. En l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est des fichiers malveillants relatifs au Trojan Emotet qui avaient été retrouvés et qui targetaient particulièrement un serveur de notre entreprise Seagal au Cambodge. Après une analyse de virus total, on a pu confirmer que l'ensemble de ces fichiers étaient malveillants. Donc ça, c'est le premier niveau de l'information
informations, on pourrait retrouver de Brian, qui est une entreprise cliente, et qui permettrait de pénétrer sur les réseaux et déployer le ransomware. C'est bien d'avoir cette information-là. Malheureusement, c'est souvent un petit peu tard quand elle est partagée sur le dark web, probablement fait sur le point d'être fait. Il faut donc pouvoir adopter une approche qui soit un peu plus proactive, où elle vient directement. Et pour ça, on a déployé ce qu'on appelle le logiciel Account Takeover Prevention. L'idée, en fait, c'est d'aller sur le dark web et ils n'ont pas de nulle part en général, soit de vieilles listes de compilation, soit tout simplement des identifiants qui sont volés dans des bases de données. Petit problème de pointe. Alors, attends. Si ma connexion Internet veut bien revenir, je vais pouvoir vous montrer ça. Sinon, peut-être, Pauline, si tu peux montrer la plateforme, je prendrai la main. Non, c'est bon. Mes excuses pour ce petit problème technique, indépendant de ma volonté. Du coup, je parlais des bases de données ouvertes. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de bases de données, actuellement, quel que soit le protocole qu'elles utilisent, Elasticsearch, SQL, sont non protégés. C'est-à-dire que les administrateurs oublient tout simplement de mettre un mot de passe dessus, ce qui permet à n'importe qui, sachant chercher ce type d'informations, de retrouver les identifiants. Et ces identifiants qui sont stockés à l'intérieur, eh ben, il se fait de l'or en barre pour des hackers, puisque tout simplement, il y a de très bonnes raisons de penser ce ne sont pas de vieilles informations qui ont leaké une fois en 2012 et que tout le monde se refile depuis, ce sont vraiment des informations toujours utilisées aujourd'hui. SeaBanAngel offre à ses clients la possibilité de retrouver des bases de données qui sont ouvertes, qui contiendraient des identifiants, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui pourraient être déployés par des ransomware. Donc ici, double avantage, non seulement l'information est fraîche, de toute première fraîcheur, mais en plus, on peut la retrouver avant même qu'elle ne soit utilisée à des fins malveillantes. C'est-à-dire avant même qu'il y ait des hackings, que l'information soit compromise, que les identifiants soient réutilisés, on peut les prévenir nos clients pour qu'ils puissent changer les identifiants et, in fine, prévenir ce genre d'attaque. Voilà pourquoi les identifiants sont toujours une très bonne source d'information. Malheureusement, ils ne suffisent pas toujours, puisqu'un système de sécurité bien fait pourrait prévoir des moyens comme la double authentification pour se prévenir du vol d'identifiants et le déploiement de ransomware par ce biais. Et voilà pourquoi un autre vecteur extrêmement utilisé, ce sont les emails de phishing. Pour faire des emails de phishing, il faut en général un nom de domaine qui va ressembler peu ou prou au nom de domaine légitime de la victime, mais avec un peu de typo-squatting, une personne non avertie pourra très facilement se faire tromper et donc donner des informations sensibles à des gens qui ne devraient pas y avoir accès. Pour ça, la solution SeaBanAngel propose donc le monitoring de noms de domaine. Cette fois-ci, non pas les noms de domaine des clients de Seagal Industries, par exemple, mais tous les noms de domaine qui ressembleraient d'une manière ou d'une autre au domaine légitime. Si je prends un exemple, avec cette menace-là qui est tirée d'un accident qui a réellement eu lieu, on est capable de trouver les mots-clés de nos clients à l'intérieur de sous-domaines. Ce qui a un intérêt formidable, c'est qu'on va pouvoir vérifier ce type de menaces qui seraient dans des sous-domaines qui pourraient être utilisés à des fins malveillantes. Une personne non avertie se dirait, ça commence par Seagal, ça continue par Industries, ça a l'air parfaitement légitime, il n'y a aucune raison particulière de se méfier. Une personne qui connaît un minimum la manière dont fonctionnent les noms de domaine sur Internet, c'est qu'il faut en réalité partir de droite et remonter vers la gauche, et donc partir de forum.net, qui n'est pas un domaine légitime de Seagal, et ensuite découvrir que des sous-domaines ont été ajoutés pour éventuellement envoyer des emails de phishing et, in fine, tromper les utilisateurs finaux. Voilà encore un exemple de la manière dont dont SeaBanAngel peut aider ses clients à se prémunir contre les emails de phishing qui déploieraient ensuite des ransomware. Mais en réalité, il y a encore un moyen beaucoup plus efficace de faire pour un hacker, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de
arriver assez fin. On arrive à cette vulnérabilité qu'on peut trouver sur Internet, et ces vulnérabilités parfois extrêmement critiques. Tout ce que Pauline rappelait en début de cette introduction, et qui concerne les sur cette planète, qui donc concerne des événements qui pourraient, des assets, des actifs qui pourraient être reliés au réseau de nos clients, mais d'une manière quand c'est le cas, en général, on peut s'attendre à dire c'est ces serveurs de Shadow IT. La deuxième, c'est que ces informations, elles sont et donc des vulnérabilités peuvent s'y trouver. Et là-dessus, je voudrais vous partager un exemple le pseudonyme de Scientist, on a pu découvrir une vulnérabilité extrêmement critique. À Houston, je crois qu'on a perdu notre astronaute Vincent. Vous m'entendez, Houston? Ah, on voit l'écran, mais on n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on vous entend, Vincent. Super, merci beaucoup. Du coup, je voulais donc en revenir à des ports sensibles qui pourraient contenir certaines vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des hackers à des fins malveillantes. Et là-dessus, je voulais vous présenter un certain nombre d'exemples, notamment un exemple qui est réellement arrivé à un de nos clients, qui exposait un serveur avec un certain nombre de ports sensibles dedans, notamment le port 3389, communément admis sous le nom de RDP. Il se trouve que ce port contenait un login administrateur et était sensible à la vulnérabilité CVE 2019-07-08, plus communément appelée Bluekeep. Bluekeep est une vulnérabilité qui a été release en 2019, qui est extrêmement critique, qui permet à un hacker non seulement de prendre le contrôle via le port RDP d'un serveur, mais aussi d'en obtenir des droits administrateurs sans qu'aucun humain, sans qu'aucune erreur humaine ne puisse intervenir. C'est-à-dire c'est une attaque, comme on pourrait dire, zéro clic. Cette vulnérabilité, bien entendu, a été patchée, mais simplement, cet exemple illustre bien à quel point le Shadow IT peut être dangereux quand les serveurs ne sont pas patchés et sont tout simplement hors dehors du contrôle des autorités IT centrales. Et en réalité, le dernier exemple que je voulais vous partager est encore plus critique puisque ce genre de vulnérabilité comme Bluekeep est certes extrêmement intéressante pour des hackers, mais elle nécessite quand même un minimum de connaissances. Il y a quelque chose d'encore plus critique qui pourrait exister, c'est d'aller demander l'information aux gens qui en disposent en leur demandant poliment. Et pour ça, il me faut vous parler d'un serveur ouvert qui appartenait au prestataire de services d'une grosse société industrielle. Ce prestataire, dans le cadre des services qu'il vendait à nos clients, a reçu des documents extrêmement confidentiels, et notamment qui concernaient des architectures réseau. Donc, pas besoin d'avoir particulièrement des connaissances en hacking quand l'information est immédiatement accessible au format PDF et compréhensible par n'importe qui sachant lire. Il s'agit parfois de trouver donc des informations sensibles comme les architectures réseau. Il s'agit parfois de trouver des documents confidentiels. Il s'agit parfois de trouver, et là-dessus ça va faire écho à ce dont parlait Moreau il y a un instant, de caméras de sécurité qui sont disponibles, non seulement leurs IP, mais aussi leur location, leur géolocalisation physique dans différents plans d'architectes qu'on peut retrouver. Tout ceci, ce sont des informations de la plus haute importance et de la plus haute confidentialité qui sont exposées par négligence par, en général, des tierces parties, des fournisseurs,
des personnes anciennement employées par la boîte et qui sont parties, mais pas parties les mains vides, et qui exposent ces informations. Elles les exposent sur des serveurs parfois personnels, parfois des serveurs d'entreprise. Ces serveurs sont laissés sans protection, il n'y a pas de mot de passe. N'importe qui disposant de l'adresse IP peut venir dessus et récupérer les données et in fine avoir l'ensemble des informations nécessaires pour déployer son ransomware. Tout ça, donc, c'est la 5e brique de sécurité que propose CyberAngel, la partie de prévention de fuite de données. La partie sans doute la plus dangereuse, puisque les fuites par négligence arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et lorsqu'elles arrivent, il n'y a besoin d'absolument aucune connaissance technique. Il suffit de savoir lire pour exploiter les informations qui sont disponibles. Voilà l'ensemble donc des informations que CyberAngel peut fournir. On a pu voir des exemples tirés de tous les modules de sécurité qui sont proposés par CyberAngel. Dans chaque cas, on voit des exemples qui sont réellement arrivés et qui pourraient prévenir le déploiement de ransomware par les équipes de sécurité. Bien, merci beaucoup, Vincent. Hop. Je pense qu'il nous reste, dans ce cas, plus qu'à conclure, à vous remercier en tout cas. Sachez que vous pouvez poser des questions directement dans le petit chat de BrightTalk. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions actuellement. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions, donc peut-être que c'est limpide, c'est clair. Mauro, merci beaucoup. Vincent. Merci Pauline, merci Vincent. C'était une occasion pour nos deux sociétés d'attirer l'attention sur le fait que tout commence avec ce que voient les hackers sur Internet. Et donc, nos solutions, elles sont là comme une patrouille pour aider toutes ces entreprises et ces entités, qu'elles soient publiques ou privées, à mieux résister aux attaques de ransomware, parce que quand on s'est fait hacker, après, c'est très, très compliqué. Et donc, on est une sorte de première vague de défense. Et pour ça, c'est probablement la priorité d'une entreprise aujourd'hui qui voudrait se protéger contre les attaques de ransomware que d'utiliser nos solutions. Et puis, je suis très content qu'on s'est connus à vos débuts, Pauline, chez CyberAngel, et je suis très heureux que cette société française, ce fleuron de la cybersécurité, progresse. Et je suis très heureux de ce partenariat que l'on a noué avec vous. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et j'appelle toutes les entités qui nous ont suivis à nous contacter. Comme vous savez, vous pouvez avoir votre scorecard gratuitement. Donc, n'hésitez pas à la demander. Et je me ferai un plaisir, je suis sûr, Pauline et Vincent aussi, à vous suivre pour votre preuve de valeur de nos outils. Voilà. Eh bien, sur cette conclusion, je vérifiais s'il n'y avait pas d'autres questions, mais non, c'est parfait. Eh bien, merci à tous. Il y a une question qui a apparu. Pas de questions, merci pour la présentation. Super. Écoutez, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir.